Bonjour à tous, bienvenue à cet entretien bombardier de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain qui portera sur comment l'écosystème Startup peut-il contribuer à la relance économique de la métropole. Ce webinaire est réalisé en collaboration avec Bonjour Startup Montréal, Hydro-Québec, Ivanhoé Cambridge, La Presse, Montréal Gazette et Rogers. Nous accueillons aujourd'hui Liette Lamonde, cofondatrice Bonjour Startup Montréal, qui fera une courte allocution en ouverture. Ce sera suivi d'un panel de discussion animé par Michel Leblanc, président et chef de la direction Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Et ce panel sera composé de Pascal Odette, chef de la direction Carebook, Sylvain Carl, associé Real Ventures, Samantha Dinacera, vice-présidente et chef de la direction marketing L'Oréal Canada. Michel, ce sera à toi. Est-ce que je dois me voir? C'est ce que je pense. Hein? Alors, écoutez, bonjour tout le monde. Pardonnez-moi si vous étiez là, qu'il y avait un gros silence. J'attendais de me voir et on me dit que je peux commencer. Merci d'être avec nous. C'est un moment qu'on espérait, celui où on va parler des startups dans le contexte de la pandémie et dans le contexte de la relance éventuelle. C'est clair que tout le monde a été touché par ce qui nous est arrivé. Les grandes entreprises, les petites entreprises de services, les essentiels, les non essentiels. Et dans tout cet écosystème d'affaires, évidemment, il y a toutes nos startups à Montréal. On le sait, c'est un écosystème qui est riche. Liette va en parler dans quelques instants. C'est un écosystème qui s'est bâti avec le temps. Et c'est un écosystème en même temps qui a peut-être des forces, des modèles d'affaires nouveaux souvent, des propositions nouvelles, mais c'est aussi un écosystème de start-up qui peut avoir des défis de financement, qui peut à certains égards être fragile. Et en même temps, c'est un écosystème qui peut apporter beaucoup de solutions, beaucoup de réponses pour ce qui s'en vient. Alors, on voulait avoir cette conversation-là et on voulait avoir cet échange avec vous tous qui êtes là avec nous. Vous êtes plus de 400. On va avoir une possibilité d'avoir des questions en direct. Je vais donc vous les inviter à utiliser là, le petit Q&A qui est en bas. Et à travers ça, je vais vous inviter aussi à poser vos questions, mais à identifier à qui vous posez la question. Ça va nous permettre de diriger dès le départ la question vers quelqu'un, puis on échangera par la suite. Alors, sans vraiment plus de temps, je vais donner la parole à Liette qui va tout de suite pouvoir nous présenter l'écosystème, sa situation, et après, on aura l'échange avec les panélistes. Donc, à toi, Liette. Merci, Michel. Bonjour tout le monde. Merci de nous donner cette tribune pour parler des startups et de leur environnement. On vit plus que jamais dans un monde d'incertitude, mais la crise a l'avantage d'être un puissant révélateur et moi, j'ai deux convictions. La première, c'est en collaborant qu'on aura l'impact le plus significatif et durable pour la relance. La deuxième, on a besoin d'une dose massive d'innovation pour réinventer Montréal et les entreprises montréalaises. Mon plaidoyer aujourd'hui, c'est que la collaboration et l'innovation, faisant partie de l'ADN même des startups, on serait fou de s'en passer. Je vais dresser la table pour le panel en vous parlant de ce qu'était l'écosystème startup montréalais avant la crise, ce qu'il est maintenant et son rôle dans la relance. Avant la crise, bien l'an passé, Startup Genome, une organisation de recherche basée à San Francisco, plaçait Montréal au 33e rang des écosystèmes startup. Notre métropole avait déjà atteint le top 20 en 2016 pour ensuite glisser. Pourquoi? Bien parce que d'autres villes ont investi pour développer leur écosystème et offrir les meilleures conditions possibles à la création et à la croissance des startups chez elles. C'est normal. Les startups sont la plus grande source de création d'emplois dans nos économies modernes. Et c'est encore plus vrai en période de turbulence économique. Plus de 50 licornes technologiques, des startups ayant atteint une valorisation de plus d'1 milliard de dollars, ont été créées dans le monde durant les années de récession 2007 à 2009. En créant des nouveaux produits et services, en inventant des nouveaux modèles d'affaires, les startups permettent à notre économie de se renouveler continuellement et de demeurer compétitive.
Certaines ont complètement réinventé les règles du jeu dans leur industrie, récoltant des investissements massifs, mais aussi parfois des grincements de dents. Lorsque la population entend parler d'une start-up, c'est malheureusement trop souvent parce que leur voisin a mis son appartement sur Airbnb ou que Uber ou d'autres sont créatifs avec notre fiscalité. Mais c'est en rien représentatif de ce que les start-up montréalaises contribuent concrètement à nos vies professionnelles et personnelles. Des exemples? Quand vous complétez un achat dans une boutique indépendante, il y a de fortes chances que le commerçant utilise la plateforme de Lightspeed. Et Hopper, avec ses modèles prédictifs, vous a aidé ces dernières années à réserver vos billets d'avion au meilleur moment et au meilleur prix. Le bras robotique ultra léger de Kinova se retrouve dans les usines les plus performantes de la planète. L'écosystème Startup montréalais, il est jeune. Il a à peine 10 ans. En comparaison, Silicon Valley a plus de 40 ans. Et pendant la dernière décennie, Montréal a mis en place la communauté, les capitaux, l'intelligence et le soutien qui constituent les bases d'un écosystème Startup fort. Nous avons réalisé des avancées significatives. Nous avons réussi à créer un bassin de start-up. On en compte environ 1200 à Montréal seulement. Nous avons au Québec une chaîne de financement forte avec des acteurs sophistiqués. Notre panéliste, Sylvain Carle, est d'ailleurs de ceux qui ont travaillé à la bâtir. On a développé ici des secteurs clés dont les startups sont maintenant un maillon essentiel. Je pense aux sciences de la vie, à l'intelligence artificielle, la robotique, la mobilité ou les technologies durables. Le talent, il est ici et à un coût encore accessible pour les startups. Et on a enfin célébré notre première licorne en 2019, alors que Lightspeed faisait son entrée en bourse. Voilà où on était avant la crise. Et maintenant, bien, les startups ne sont pas épargnées par la crise. Un sondage du Mouvement des accélérateurs d'innovation du Québec, réalisé à la mi-mars, donc au tout début de la crise, nous apprenait que 60% des startups québécoises avaient des liquidités pour tenir 3 mois ou moins. Comme la nature même d'une start-up, c'est la recherche d'un modèle d'affaires qui va amener une croissance rapide et soutenue, bien, plusieurs se sont vite réinventés. L'entreprise Intelligence Industrielle, par exemple, a déployé en quelques jours une solution de signalisation dynamique pour les commerces afin de les aider à gérer l'achalandage dans le respect des nouveaux protocoles de distanciation sociale. Comme le dit son fondateur, Martin Landry, un monde rempli de problèmes, c'est un monde rempli de solutions. Dès la mi-avril, près des 2/3 des startups québécoises avaient déjà modifié leurs priorités d'affaires. Mais ça, c'est le reflet de l'adaptabilité et de la flexibilité des startups. Et tout notre écosystème s'est adapté avec la même vélocité pour soutenir ces entreprises. D'ailleurs, plusieurs startups répondent maintenant aux besoins créés ou exacerbés par la crise. C'est le cas de notre panéliste Pascal Audette et de son entreprise Carebook. Judith Fetzer et son équipe de Cookit ont embauché 200 personnes dans les dernières semaines pour répondre à la demande folle pour ces boîtes repas livrées à domicile. De quoi le monde sera-t-il fait après la crise? Les paris sont ouverts, mais on parle tous de réinvention. Et c'est là où les startups entrent en scène pour soutenir ce besoin d'innovation criant. L'innovation est profondément ancrée dans l'ADN de toute startup. Au Québec, il y a longtemps qu'on a compris que c'est en développant notre économie du savoir et l'innovation que nous pourrons nous positionner. Les gouvernements reconnaissent maintenant l'apport des startups. Par exemple, les zones d'innovation du gouvernement du Québec incluent les startups dans le modèle, comme l'a fait le gouvernement canadien avec les supergrappes. Et la Ville de Montréal a inscrit les startups au cœur de sa stratégie de développement économique. La mairesse était l'invitée hier de Bonjour Startup à notre webinaire hebdomadaire. En s'adressant aux entrepreneurs, elle a souligné que les startups incarnaient la capacité à se retourner sur un dixième. C'est vrai. Nous avons investi financièrement et humainement dans ces startups depuis 10 ans, sachant très bien qu'elles prennent plusieurs années avant d'être rentables. Mais nous l'avons fait parce que nous sommes confiants que les retombées économiques et sociales compensent largement les efforts investis. Et maintenant, nous n'avons tout simplement pas le luxe de nous priver de ces innovateurs que nous avons cultivés collectivement. Les startups, par leur agilité et rapidité à déployer des solutions et à repousser nos limites, sont un élément clé de la réinvention collective que nous débutons pour la relance. Ces dernières semaines, tous les pays ont pris conscience de leur fragilité. On a vu plusieurs initiatives d'achat local, des élans de solidarité. Nos gouvernements ont déjà lancé des signaux clairs à l'effet qu'ils voudront renforcer notre autonomie et rééquilibrer notre balance commerciale. Il existe ici des solutions innovantes à nos enjeux. L'Oréal et d'autres grandes entreprises l'ont bien compris. Ils collaborent déjà activement avec des startups, comme vous l'expliquera Samantha pendant le panel. La crise a mis en lumière des lacunes dans nos entreprises. Elle a créé des nouveaux défis, des besoins jusqu'ici insoupçonnés ou qui étaient peut-être dans notre angle mort.
On a grand besoin d'optimiser nos ventes en ligne, d'améliorer l'efficacité de la logistique du transport de nos produits jusqu'aux clients, de revoir nos chaînes d'approvisionnement, nos lignes de production, d'automatiser certaines transactions. Voici ce que je vous demande à vous, les membres de la Chambre, qui seront des acteurs clés de la relance. Acheter local, ça veut aussi dire de trouver réponse à vos nouveaux besoins auprès des startups d'ici, de co-créer pour développer avec elles des solutions sur mesure pour répondre à nos nouveaux enjeux. La collaboration avec les startups, c'est un formidable moteur d'innovation. Elle vous permet d'aller beaucoup plus vite et de transformer au passage la culture de votre entreprise pour l'ouvrir davantage à l'innovation. Saisissons donc l'opportunité de mettre ces jeunes entreprises au cœur de notre relance. Nous bâtirons une meilleure métropole, plus innovante, plus collaborative, donc plus forte et plus résiliente. En terminant, je veux remercier le ministère de l'Économie et la Ville de Montréal pour leur appui indéfectible à Bonjour Startup. Je vous remercie et je vous laisse maintenant avec Michel et les membres de notre panel. Merci. Alors, quelle belle mise en scène, Liette. C'est clair qu'on est dans une situation où l'agilité est, je dirais, la mère de toutes les solutions. Et on va avoir une belle discussion. Je vais commencer en demandant à chacun des panélistes de prendre une petite minute et de se présenter. Et on va commencer par Sylvain Carl, qui est bien connu, là, qui est chez Real Venture. Mais vas-y, Sylvain, ta première minute à toi. Merci, Michel. Bonjour tout le monde. Je vous parle du fin fond de ma forêt. Distanciation oblige. Oui, comme le disait Liette, ça fait un petit bout de temps que je travaille à développer l'écosystème de start-up de Montréal. On commence à en voir des fruits aujourd'hui. Chez Real Ventures, on a plus de 250 compagnies qu'on accompagne dans le stade d'amorçage et de pré-amorçage, donc au tout début du cycle, aussi avec notre accélérateur Founder Fuel et le programme Techstars à Montréal et Toronto. Donc, on a un point de vue privilégié sur les opportunités des startups, mais aussi les défis. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de partager avec vous un peu une mise à jour sur ce qu'on peut observer dans l'ensemble des compagnies avec lesquelles on travaille et avec lesquelles on collabore. Puis peut-être un peu mettre en lumière certaines opportunités que la crise nous amène. Je pense qu'il y a du négatif, du positif dans ça. Il faut vraiment avoir une réflexion sur qu'est-ce qu'on peut faire différemment, peut-être dans le contexte, et réfléchir sur ce que peut-être la nouvelle normale, comme on peut le dire, là, pour utiliser une forme d'anglicisme, mais comment on peut aller plus loin avec les startups qui sont des forces incroyables, mais qui sont aussi très fragiles. Merci Sylvain. On va poursuivre avec Pascal Audette, qui est chef de la direction chez Carebook. Vas-y, Pascal. Bonjour tout le monde. Merci pour la belle invitation. Ça me fait vraiment plaisir de participer à cette conversation aujourd'hui. Je suis entrepreneur, oui, chef de la direction chez Carebook. Carebook Technologies, c'est une jeune entreprise qui a 4 ans maintenant, fondée à Montréal. On est près de 45 employés maintenant. À travers le Canada, mais surtout à Montréal, au centre-ville, en ce moment en télétravail, donc un petit peu partout. Et j'ai hâte de vous parler de notre réalité, de ce que cette situation a apporté comme opportunité, en fait. Et nous, notre domaine, pour positionner un petit peu Carebook en fonction de ce qu'on va parler tantôt, Carebook, c'est une organisation qui est dans le domaine de la santé et du bien-être. Et nos principaux clients sont dans le domaine de la pharmacie, les pharmacies, les chaînes de pharmacie et les autres secteurs de santé qui cherchent à innover et offrir des solutions de plus en plus engageantes à leurs clients et patients. Et donc, très pertinent dans la situation que l'on connaît aujourd'hui. Alors, hâte de vous jaser tantôt. Merci, Pascal. On va poursuivre. Je remarque que Samantha est la seule qui n'est pas dans la forêt. Alors, on a Samantha Dodé-Dinacela, qui est vice-présidente et chef de la direction marketing chez L'Oréal Canada. Vas-y, Samantha. Bonjour, merci aussi pour l'invitation. Je dois dire que j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Liette. J'ai trouvé que c'était une très, très belle ouverture. L'Oréal au Canada a été très, très investi et très tôt dans l'univers des startups. Il faut dire que
tout ce qui est l'entrepreneuriat et l'innovation fait partie des valeurs intrinsèques de L'Oréal. Donc, j'ai envie de dire que être à la fois à Montréal et au Canada pour un groupe comme L'Oréal, c'est une vraie richesse. Je suis arrivée il y a 1 an chez L'Oréal au Canada et j'avoue que ça a été pour moi un vrai cadeau de continuer aussi ce que L'Oréal avait fait depuis des années. On a été très heureux de pouvoir acquérir il y a 2 ans une start-up qui s'appelle Modiface, basée à Toronto, qui est sur la virtualité augmentée avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et notamment lors d'un programme d'Open Innovation, l'année dernière, on a été capable d'identifier au-dessus des startups, notamment LifeScale, qui est basé à Montréal, sur tout ce qui est les événements en direct avec la capacité d'acheter en ligne pour les consommateurs. Et je pense que ce que la crise a eu l'opportunité d'apporter, c'est cette formidable accélération, cette nécessité d'accélérer encore plus loin. Je pense qu'il y a une sorte de blague qui tourne sur Internet en ce moment sur qu'est-ce qui est le plus responsable de la transformation digitale. Est-ce que c'est le CDO, le CEO ou le Covid-19 ? On est bien obligé de se dire que le Covid-19 aura aussi aidé malheureusement à accélérer la transformation des digitales des grosses entreprises. Merci. On va commencer avec une première question. Pour Sylvain, avant de parler de la relance, qui est notre thématique aujourd'hui, je voudrais qu'on vienne quand même sur le dispositif d'appui mis en place par le gouvernement. Il y a eu au départ certains programmes qui ont été mis en place, puis on le sentait bien, ça ne ciblait pas les startups. On s'est ajusté par la suite. Comment tu qualifierais présentement l'espèce de filet en appui aux startups au Canada et au Québec? Oui, je pense que tu le dis bien, Michel. On a un bon réajustement. Ça a pris quelques semaines pour bien cibler quels étaient les enjeux spécifiques des startups. Le premier étant que c'est des jeunes entreprises, donc elles n'ont pas un grand historique de crédit. Donc, l'accès à des instruments comme la dette ou des prêts ne fonctionne pas nécessairement. Il y avait aussi des critères de sélection là, qui demandaient de démontrer une perte de 30 % de revenus, ce qui ne fonctionne pas si on n'a pas encore commencé à faire des revenus, puis ce qui ne fonctionne pas si on est en hyper-croissance, comme plusieurs startups. Donc, des deux côtés, je pense, du spectre des possibles, là, on manquait notre coup avec les entreprises en démarrage. Ce qui a été ajusté, donc, il y a des programmes qui existent. Le grand enjeu pour ces compagnies-là, une de leurs spécificités, c'est qu'elles sont en mode de croissance et donc, elles avaient des plans assez ambitieux pour se développer et généralement pas des réserves d'argent qui leur permettaient de ne pas avoir de revenus ou de ne pas avoir de progression dans leur modèle pour bien plus que 3 à 6 mois. Là, on a vu là, le Bonjour Startup et le mouvement des accélérateurs d'innovation aussi ont fait des sondages. Puis on avait là beaucoup de startups qui n'avaient pas 6 mois d'argent en banque pour passer au travers dans la nouvelle situation. Donc ça, c'est la réalité, là. On a vraiment 2 catégories de compagnies. Il y a celles qui ont bien réussi à se capitaliser récemment. Ils ont eu la chance de conclure une transaction financière ou d'arriver à un point d'équilibre où ils ont plus de revenus que de dépenses récemment. Celles-là, elles sont en assez bonne position. Nous, ce qu'on conseille, on planifie que ces compagnies-là au moins 18 mois de réserve d'argent pour passer au travers de la crise, parce qu'on pense que c'est très probable que ce soit 12 à 24 mois de crise économique. C'est ce que plusieurs grands cabinets de fiscalité prédisent et prévoient. Ça, c'est une chose qui arrive. L'autre élément qui est difficile, c'est que c'est très variable selon les secteurs. Hein. Hier, justement, sur le webinaire avec la mairesse et Luc Rabouin au développement économique de la Ville de Montréal, c'est très, très clair. On sait quels sont les secteurs qui sont les plus durement touchés. Tourisme, culture, tout ce qui est l'entertainment, c'est difficile pour ces secteurs-là et ça va être difficile de se relancer. Bon, mais toutes les startups qui opèrent dans ces secteurs-là sont celles qui sont le plus durement touchées. Comme le disait Samantha, par exemple, on voit l'inverse aussi. Je vois beaucoup de compagnies qui ont des opportunités incroyables, qui ont une accélération de la demande. Toutes celles qui sont dans les outils numériques, justement, toutes celles qui sont dans le commerce électronique. Donc, il y a des ajustements. Puis, je pense qu'il y a toutes celles qui sont dans le milieu. Ça, c'est l'autre
mais c'est la grande majorité se retrouve dans le milieu, malheureusement. Et puis, cette idée-là de pouvoir faire un pivot en langage startup, là, de s'ajuster son modèle d'affaires, bien, c'est possible pour certaines, mais c'est difficile de faire un pivot majeur sur quelque chose qu'on n'était pas avant. Donc, moi, je vois des pivots à 45 degrés, ça, c'est possible, mais c'est comme quand on va très vite, là, courir à changer de direction à 90 ou à 180 degrés quand on va à pleine vitesse, c'est assez difficile. Il y a des dérapages contrôlés ou incontrôlés peut-être qui sont issus de ça. Fait que je pense que c'est ça l'enjeu aujourd'hui, là, c'est de pouvoir gérer l'incertitude. Je pense qu'il y a d'autres programmes qui devront être mis en place puisqu'on va voir peut-être certaines conséquences qui vont se développer dans le temps. Là. Je pense qu'il faut le regarder de manière mensuelle ou presque hebdomadaire, l'évolution des choses. Mais il faut s'équiper pour plusieurs trimestres, là, 12, 18, 24 mois pour repartir dans la bonne direction. On pourra en discuter après là, de quelques pistes là, pour ça. Sylvain, deux petites questions. Tu viens de parler donc des entreprises. Certaines ont eu la chance de faire un deal juste avant, d'autres, ce n'était pas le cas. As-tu l'impression que le capital de risque, présentement, tu parlais de Blue Venture ici, est capable d'accompagner au moins ces joueurs qui ont besoin peut-être d'injection? Est-ce que le capital de risque est capable d'avoir la profondeur présentement pour ses propres joueurs? Oui, la plupart des fonds de capital de risque ont des modèles où il y a une partie de l'argent qui est de l'investissement initial dans des nouvelles compagnies et une partie pour le réinvestissement. Okay? Dans le milieu, là, on a 50 % un fonds de 30 millions avec 15 millions de nouveaux investissements et 15 millions pour soutenir les compagnies dans lesquelles on est déjà actionnaire, on a déjà participé. Donc, par design, les fonds de capital de risque sont en mesure de faire ça. C'est sûr que quand la crise est arrivée, il y a eu un certain ralentissement pour un ajustement, justement, de faire un peu l'évaluation des compagnies en portefeuille, qu'est-ce qui se passe. Fait que ça ralentit possiblement les nouveaux investissements, mais ça continue. Tantôt, j'étais sur un appel avec les gens de Réseau Capital là, qui représentent le secteur de l'investissement. Tout le monde, c'est peut-être pas business as usual, mais tout le monde veut et peut faire des investissements présentement. Où c'est plus difficile, c'est d'aller chercher des nouveaux investisseurs et surtout l'investissement étranger. Parce que 40 % quand même, là, si on regarde les récessions de 2008 puis de 2001, on a vu une contraction de 40 % de l'investissement étranger dans les rondes de série A puis de série B dans ces périodes-là. On s'attend à la même chose. Donc, il va y avoir un manque à gagner, ça c'est sûr. Moi, j'ai des compagnies, là, de manière anecdotique, qui avaient une lettre d'offre signée de fonds qui a été résiliée, là, même si en théorie, tout était légal et tout était signé. Donc, il y a des rondes qui ne se sont pas faites et qui doivent redémarrer. C'est sûr que les programmes comme ceux de la BDC puis de DC, ils ont annoncé des fonds, des matching capital, donc des fonds qui viennent compléter ou doubler l'investissement d'investisseurs locaux. Ça aide beaucoup. Il y a Investissement Québec aussi qui est assez actif pour investir soit directement ou co-investir. Fait que ça aide, bien qu'il n'y ait pas de programme spécifique chez Investissement Québec encore pour les startups. Fait que je suis assez optimiste pour ça. Mais les enjeux après, c'est de s'ajuster. Je pense que toutes les compagnies avec lesquelles on travaille, on a eu la discussion stratégique de qu'est-ce que ça change la situation, qu'est-ce qu'on peut faire, puis essayons de nous retrouver dans une place où on a un bon modèle d'affaires pour maintenant, qui sera un bon modèle d'affaires pour continuer ensuite. Je suis heureux que tu aies mentionné l'initiative de la BDC et EDC aussi. Ce qui était porté à notre attention, c'était effectivement ceux pour qui le deal tombait. Là, je cherchais un nouvel investisseur. Donc, tu dis, c'est peut-être pas la panacée, là, mais au moins, ça apporte une certaine réponse à cet enjeu-là. Vous avez déjà vos propres joueurs. C'est difficile aussi d'avoir de quoi aider des nouveaux ou des nouvelles propositions. Donc, parfait. Pascal, je vais passer à toi. Quand je regarde Carebook, en théorie, je me dis, vous n'aviez peut-être pas de gros pivot à faire, mais je te pose la question quand même, avez-vous ajusté votre proposition d'affaires dans le cadre de la pandémie? Puis comment ça s'est passé? Puis vers où ça s'en va? Bien, merci de demander. Oui, on a quand même fait un pivot important, mais comme Sylvain dit, c'est même pas un pivot à 90 degrés ni à 45. Je dirais que oui, on avait une plateforme qui nous permet de pouvoir offrir une solution autre et de pouvoir faire un pivot vraiment important.
et qui répond bien à ce qui se passe en ce moment. Donc, ce qui s'est passé, en fait, c'est que tout de suite, quand c'est arrivé, premièrement, tout le monde s'est en allé chez eux. Le 13 mars, ça a commencé très rapidement dans le côté parce qu'on était prêt à faire un virage tel que ça. On avait déjà un système de télétravail en place. Donc, tout le monde s'est en allé chez eux, mais rapidement, on s'est vraiment questionné comment on fait pour contribuer avec ce qu'on a parce qu'on savait qu'on était assis sur une plateforme qui facilement pourrait se retrouver dans les mains de chaque citoyen et qui pourrait vraiment jouer un rôle pour rassurer la population dans ce qui se passe, les informer et les aider à bien analyser leurs symptômes et tout ça. Donc, c'est vraiment, on avait déjà la base et de façon tout à fait opportune, on avait commencé à analyser et à regarder une nouvelle technologie qui ne nous appartient pas, mais qu'on venait juste d'intégrer dans notre plateforme. Donc, c'est vraiment opportuniste ce qui s'est passé pour nous, dans le sens où cette nouvelle technologie-là permet, en plus de nos fonctionnalités existantes, de pouvoir lire les signes vitaux à travers la caméra d'un téléphone. Et donc, nos solutions c'est déjà une application mobile pour les citoyens, pour les individus. Et donc, avec l'ajout de la lecture des signes vitaux dans les caméras, on est allé s'asseoir avec le Jewish General Hospital et on a travaillé avec leurs épidémiologistes, mon équipe de scientifiques, et on a rapidement mis en place, rapidement veut dire en 3 semaines, on avait une solution complète qui était prête à lancer sur le marché. Le Jewish est en ce moment en train de faire une étude. Mais par contre, on a eu l'impression de faire un sprint directement dans un mur de briques, et je vais vous expliquer pourquoi. Tout se passait très bien. On a eu une ouverture vraiment incroyable et une réponse incroyable de plusieurs paliers gouvernementaux, au fédéral et au provincial, même des appels d'autres marchés à l'international pour la solution qui, en fait, est vraiment une façon pour les gens de rester chez eux, de pouvoir de façon beaucoup plus indépendante et autonome, regarder comment ça se passe pour la santé de chacune des personnes chez nous, éliminer les visites à l'hôpital qui ne sont pas nécessaires, etc. Donc, c'est vraiment, on croit à notre solution et on sait qu'elle fonctionne. Par contre, il y a quand même des approbations à aller chercher au niveau de Santé Canada. Et donc, ils ont un programme qui s'appelle Fast Track. Et donc, le mot Fast Track sous-entend rapidité. Et c'est vrai, ils sont quand même très rapides, mais là, ça fait 1 mois et 1 semaine qu'on est pris dans cette réalité-là. Il faut passer à travers les étapes, il faut répondre aux questions et on comprend pourquoi, c'est bien important. Et donc, aussitôt qu'on va pouvoir sortir de cette étape-là et on est bien confiant qu'on va s'en sortir là, avec un go de Santé Canada, on va pouvoir mettre cette solution-là dans les mains de la population canadienne et potentiellement à l'international aussi. Donc, dans notre cas, on a continué nos activités. Ça a ralenti un petit peu au niveau des pharmacies, bien sûr, qu'il y avait d'autres chats à fouetter pour l'instant. Et donc, ça nous a permis, quand je dis un petit pivot, ce que ça veut dire aussi, c'est qu'on n'a pas mis toutes nos ressources sur ce développement-là. On a ralenti quelque peu dans un de nos segments et on a rapatrié des ressources vers ce développement-là. Mais ne sachant pas où on s'en va, n'ayant pas fait de grosses études de marché, on n'a pas senti qu'il fallait en faire trop. Donc, on a fait ce qu'on appelle dans le milieu un MVP, le Minimum Viable Product, juste assez pour répondre aux besoins immédiats de l'individu, pour aller chercher le client, donc le payeur. Et quand on aura un contrat, quand Santé Canada aura dit oui, quand notre technologie sera acceptée et qu'on sentira qu'on y va vraiment, là, ça va toujours être le temps de remettre des ressources pour aller mettre un petit peu de peaufinement sur la solution. Donc, c'est l'approche qu'on a prise, tout en continuant nos activités régulières. Donc, voilà. Donc, on va inventer pour le gouvernement le concept de fast track. Je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent. Okay. Vraiment, mais c'est dans le DNA des jeunes entreprises, on en a parlé, c'est l'agilité et on ne se perd pas dans toutes sortes de méandres administratifs, mais c'est la réalité de certains paliers gouvernementaux, c'est comme ça que ça fonctionne. Les gens ont vraiment de bonnes intentions, mais il y a une réalité à laquelle ils font face. Pascal, une petite question rapide. Les startups, on le sait, il y a quand même des actifs extrêmement précieux. Évidemment, c'est de la propriété intellectuelle, il faut bien la protéger. Mais ton monde, tes talents, c'est fondamental. La crise qu'on vient de traverser, ça s'est traduit par des énormes pressions pour beaucoup d'entreprises. Est-ce que je garde tout mon monde? Comment je procède?
quelle décision tu as prise? Comment ça s'est passé avec tous tes gens? Oui, bien, une grosse décision, justement, a été d'aller s'asseoir avec notre conseil d'administration et nos financiers, de s'assurer qu'on avait leur support par rapport à cette initiative-là dont je veux parler, qui nous a permis justement de ne pas penser à faire des mises à pied. Et l'entente a été rapidement, on va vous supporter et continuer votre plan comme tel. Et donc, on n'a pas fait d'embauche supplémentaire pour cette initiative-là. On a gardé nos ressources actuelles. Ils nous ont supportés financièrement. Donc, ça nous a permis de focusser justement sur ce que vous dites, qui est notre ressource la plus importante, donc notre monde. On a une équipe absolument incroyable, très, très, très engagée. Cette initiative-là, en fait, a motivé l'équipe d'une façon qui a fait que, finalement, le premier mois qu'on était à la maison, ça n'a pas trop été un choc parce qu'on était tellement focusés et motivés par ce projet-là que les gens on s'est installés tranquillement dans notre nouvelle réalité. Par contre, les gens qui ont des jeunes enfants d'âge scolaire ou préscolaire, il a fallu bien sûr qu'on mette en place des horaires flexibles. Oui, vas-y faire ton épicerie en plein milieu de la journée pour éviter les rushs de fin de journée. Oui, vas-y jouer avec ton enfant, on ne fera pas de meeting le midi, etc. Donc, il y a vraiment des choses vraiment très tactiques qu'on a mis en place, en plus de nos solutions qu'on a déjà de comment on se rencontre plus souvent. On fait des 5 à 7 virtuels, on fait des déjeuners virtuels, des petits messages plus réguliers de ma part. Il y a toutes sortes d'initiatives qu'on a mis en place. On avait déjà les outils qui nous permettent d'être complètement à distance. Ça, je pense que c'est important de le mentionner. Pour les entreprises qui n'avaient pas ça, juste le côté humain de l'adaptation, de travailler ailleurs qu'en groupe, juste dans ta façon de fonctionner, si tu ne veux pas perdre trop de vélocité ou d'efficacité dans ta façon de travailler, c'est quelque chose qui est important et que je réalise l'impact que ça a eu maintenant, qu'on focus beaucoup à le faire avant. Ça a été un cadeau pour nous, finalement. Merci, merci. Samantha, quand on pense à des startups, ça fait longtemps qu'on ne pense plus à L'Oréal, au sens où L'Oréal n'est pas une startup, on le sait tous. En même temps, pour l'avoir vu à plusieurs reprises, on sait comment L'Oréal travaille avec des startups, travaille avec en fait, toutes sortes de petites entreprises. Et je voulais que tu me demandes, je voulais te demander, dans la crise actuellement, est-ce que vous avez changé certains types de collaboration que vous avez avec des startups autour de vous? Vous êtes un pilier solide dans la tourmente. Comment ça se passe dans vos relations avec les petites startups? Je pense qu'on avait aussi préparé un peu le terrain. C'est-à-dire que la collaboration depuis de plusieurs années chez L'Oréal est une valeur fondamentale qu'on a mis en place au sein de nos équipes. La deuxième chose, c'est qu'on avait commencé à initier des programmes justement de collaboration avec des startups, que ce soit ici, que ce soit dans d'autres pays, mais pour essayer de favoriser l'innovation, encore une fois, l'innovation étant au cœur de nos préoccupations. Quand la crise est intervenue, je pense que déjà, il y a une responsabilité par rapport à nos employés et par rapport à nos partenaires et nos clients. Et ça a été très, très fort chez L'Oréal. On a eu la chance de faire partie des business, essential business. Donc, même si certains de nos magasins et de nos boutiques ont été fermés, donc le 13 mars restera gravé, je suis d'accord, dans nos mémoires, mais même si la plupart de nos magasins ont été fermés, nos clients, nos distributeurs restaient, eux, ouverts. Et donc, du coup, il y a une sorte de plan de solidarité qui s'est mis en place très tôt pour à la fois assurer les emplois de nos employés, mais également la relation avec nos clients. Et je pense qu'on a quand même une responsabilité sociale de pouvoir continuer avec nos fournisseurs, de les payer, que ce soit gros ou petits, et qui plus est les petits. Donc, il a été hors de question de changer ça, mais de continuer un peu cette continuité du business. Après, avec nos startups, je pense que l'agilité est hyper importante. Et c'est vrai que autant c'est quelque chose qui est naturel quand on travaille dans une startup, autant je suis d'accord que quand on travaille chez L'Oréal, l'agilité, ce n'est pas forcément ce qui nous vient en premier quand on pense aux façons de travailler. Et on a eu un coup de chance. C'est qu'en février, on a bénéficié d'un programme de formation qui est quelque chose que L'Oréal fait dans tous les pays. Et il se trouve qu'on s'est battu avec notre patron de pays
pour avoir ce programme de formation qui est un programme d'agilité. Et on a bénéficié juste avant, justement, et l'agilité, c'est une mentalité, c'est un état d'esprit qu'il faut avoir. Et il y a un vrai shift qui s'opère. Et je pense que le fait d'avoir eu la possibilité de former des cinquantaines, centaines d'employés à ce concept, à cette mentalité, à cette philosophie, a été hyper important. Ce qui fait que un mois après, on s'est retrouvé face à cette situation et on a été en capacité de pouvoir mettre à profit, j'ai envie de dire, ce qu'on venait d'apprendre, effectivement d'accélérer. Alors nous, on est sur justement une accélération très très soutenue parce que la fermeture des magasins a nécessité d'avoir aussi une autre communication, une autre façon de converser avec nos clients. Donc on a mis en place la téléconsultation, on a mis en place d'autres façons de vendre nos produits avec des événements live. Et donc ça nous a permis, ça a été assez bénéfique et ça nous a permis d'accélérer aussi les choses, ce qui nécessite de la part de nos collaborateurs startups aussi d'être suffisamment, j'ai envie de dire, avoir les reins solides pour pouvoir parfois accélérer leur plan de développement et de rapprocher des choses qui n'étaient pas forcément sur ce trimestre-là, qui était plutôt peut-être l'année prochaine, et en fait de faire des choses de façon beaucoup plus raccourcie avec effectivement un concept de MVP qu'on avait bien intégré chez nous côté employé. Samantha, il y a peut-être des startups qui nous écoutent et qui seraient heureux de savoir est-ce qu'il y a des technologies ou des applications ou des startups que tu rechercherais ces temps-ci, si tu veux lancer un signal à des joueurs qui nous écoutent? Alors, je ne vais pas donner de faux espoirs. Je pense que c'est compliqué d'intégrer effectivement en ce moment et les budgets. On sait que c'est… en tous les cas, ce qu'on a fait côté budget, en toute transparence, c'est qu'on s'est vraiment concentré sur ce qui crée de la valeur. Et je pense qu'on a été aussi suffisamment flexible et adaptable pour pouvoir un peu modifier les investissements qu'on a fait, notamment côté médias, où on a été obligé aussi de se concentrer sur plutôt des investissements sur le digital, sur le numérique, et puis des investissements qui étaient en capacité de créer de la valeur, notamment avec des ventes. On est basé sur les services et on est vraiment centré sur tout ce qui est expérience client. Donc, effectivement, ce qui apporte de la valeur aux clients, je parlais de la capacité, et ça fait tellement sens maintenant avec notre startup Modiface sur la réalité augmentée pour pouvoir justement tester des rouges à lèvres, du maquillage, des couleurs ou carrément des colorations à la maison. Quand on voit maintenant que les ventes de coloration à la maison ont de façon exponentielle crue sur Internet. Tout ce qui est en capacité maintenant, on sait que bientôt, enfin, les magasins vont pouvoir rouvrir, mais quel va être le sentiment du consommateur quand je me retrouve dans une parfumerie et que je vais devoir essayer un produit de maquillage ou de soins ou de parfum. Et je trouve que ça nous met face à une réalité qui est maintenant. Donc, qu'est-ce qui va justement pouvoir proposer un service équivalent ou pas, mais en tous les cas, qui va pouvoir contourner un petit peu cette contrainte, ce nouveau normal. Sentir un parfum à distance par le biais de son iPad, on n'y est pas tout à fait rendu encore. J'ai quelques questions ouvertes, mais puis je vais essayer de les diriger un petit peu. Sylvain, j'en ai une pour toi. On a tous vu récemment cette initiative Panier Bleu, ce signal d'achat local. Il y a du monde qui m'ont appelé après et ont dit, donc Panier Bleu, ça vise-tu juste le consommateur qui achète local ou c'est aussi dans le B2B? Et c'est allé jusqu'à des gens qui disaient peut-être que quand on cherche des solutions innovantes, on devrait avoir un panier bleu de solutions innovantes. Comment tu vois ça, cette volonté d'achat local et l'écosystème des startups? C'est une belle piste à explorer. J'ai appris dans les dernières semaines l'expression primo-innovant, qui est la traduction correcte de early adopter. Donc, il y a des programmes, le ministère de l'Économie et de l'Innovation avait lancé des programmes pour aider ce maillage-là. C'est un des maillons faibles dans notre écosystème de start-up. Dans la maturité d'un écosystème de start-up, la capacité des compagnies à vendre localement et à avoir des clients qui sont leurs voisins
est super importante, puis on ne l'a pas tant que ça. Culturellement, les compagnies canadiennes ne sont pas dans le risque, ils n'essayent pas beaucoup de nouvelles choses. On a des exceptions, bien entendu, mais c'est pas la norme. On est en retard. Les chiffres nous montrent que le Québec, le Canada est en retard sur sa transformation numérique dans la plupart des secteurs. Donc, il y a un manque à gagner. Et je pense que ce qui est difficile aussi, c'est de mettre en place le bon type de rapport entre une grande entreprise et une petite start-up pour pas que ça soit un lien de... Il faut que ça soit plus qu'un lien de fournisseur par rapport à un grand groupe. Il faut vraiment qu'on soit capable d'être dans un mode de collaboration où on va découvrir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire. Et je dirais que c'est ce changement de mentalité-là qui est peut-être le plus difficile à faire. La transformation numérique, c'est avant tout une transformation organisationnelle. Donc, c'est une affaire d'humain, puis de processus, puis de comment on le fait. Et je pense qu'il y a une bonne évolution de ça avec la Fondation Osmo. Là, on a vu dans la dernière année là, des programmes d'innovation ouverte pour les compagnies. Il y a quelque chose à faire dans cette direction-là. Puis après ça, de voir aussi entre les petites, comment on collabore, mais aussi entre les très grandes. Et ce n'est pas trop dans notre ADN de partager nos innovations. Si je prends un exemple spécifique, c'est sûr que dans le domaine des banques et dans le domaine de la finance, tout le monde veut collaborer sur la cybersécurité parce que c'est un gros besoin puis un gros challenge pour tout le monde. Mais à part de ça, c'est très difficile de penser que certains de ces joueurs-là majeurs seraient en mode de collaboration sur des projets. Je pense que c'est possible de changer ça et c'est probablement le moment de le faire. Pascal, si je te fais la même question, toi qui es dans l'innovation, qui a des solutions, as-tu l'impression que les joueurs locaux étaient sensibles au fait que tu étais d'ici dans tes propositions? As-tu l'impression que c'est un réflexe qui pourrait t'aider davantage, le réflexe de faire appel à des joueurs d'ici? Des joueurs d'ici financiers ou des grandes entreprises? Des grandes entreprises. Oui, je sens. Ben, en fait, dans notre cas, il y a une opportunité. Il y a des opportunités qui se sont présentées pendant dans les derniers mois. Je dirais plus que d'habitude, parce que les gens ont entendu parler de ce dont on était en train de faire, pardon. Et donc, j'ai été capable d'établir des relations, des communications avec des entreprises qui jamais auparavant avaient montré un intérêt particulier. Mais juste pour rebondir peut-être sur ce que Sylvain disait, je suis tout à fait d'accord que l'importance dans la collaboration entre une grande entreprise et la petite, il y a traditionnellement une approche assez standardisée de comment une grande entreprise va aller chercher une plus petite. Et oui, avec l'idée d'aller chercher une innovation, c'est clair, c'est pour ça qu'ils vont vers la petite entreprise, mais vraiment rapidement et sans s'en rendre compte, ils vont tirer la petite entreprise dans les maillons, si on veut, encore une fois, de la bureaucratie et donc les tirer trop près de comment l'entreprise fonctionne. Et la réalité, le résultat de ça, et souvent même le genre de contrat qui est écrit, ne permettra pas aux startups de vraiment afficher tout et de vraiment mettre de l'avant tout ce qu'il aurait pu apporter, autant à la grande entreprise qu'à lui-même. Parce que l'important, c'est d'établir une relation de gagnant à gagnant. Et donc, je pense qu'il y a un mouvement de mentalité. J'ai déjà fait partie de la grande entreprise, alors je comprends, c'est pas du jugement, c'est comme ça que ça fonctionne, mais je pense qu'il y a un changement d'attitude et de fonctionnement plus profond que de juste dire oui, on le veut, oui, on va aller travailler avec le start-up. Ça part de plus loin que ça et ça part même du début et de comment on articule notre contrat dans notre contrat à la base. À qui va rester le IP? Ça va être à qui l'intelligence qui va rester derrière ça? À qui ça appartient? Qui paye qui? C'est quoi l'entente? C'est qui va prendre les décisions stratégiques? Ce n'est pas nécessairement parce que c'est la grande entreprise qui a embauché qui devrait avoir toutes ces décisions-là dans ses mains. Et donc, c'est un grand sujet, fait que je trouvais ça important de répondre un peu sur ce que Sylvain disait. Puis on a Samantha qui est ici. On va l'inviter à rebondir aussi. On l'a, la grande entreprise, puis elle est encore dedans. Comment tu vois ça, Samantha? As-tu l'impression que ça décrit un peu L'Oréal ou vous êtes déjà ailleurs? Oui, non, mais c'est un très, très bon point. Je pense qu'on a deux exemples. Quand on a racheté Modiface il y a 2 ans, donc c'était la première acquisition d'une entreprise qui n'est pas une entreprise beauté.
Donc, chez L'Oréal, généralement, quand on achète des marques. On achète des créateurs. Et là, on a acheté un créateur, mais d'intelligence artificielle, de virtualité augmentée. Ce qui a été assez bien fait, c'est qu'on n'a justement pas voulu trop l'oréaliser Modiface. Et donc, on a essayé de isoler un petit peu et de conserver cet esprit, cette mentalité, cette agilité, etc. Et essayer de bien créer ce pont. Donc, on a été très sensible à ça. Et puis, plus récemment, donc effectivement, on a participé au programme d'Open Innovation avec Osmo l'année dernière, où on a identifié LiveScale. Et je pense qu'il y a un vrai enrichissement mutuel. Je pense qu'on est assez exigeant et du coup, on va un petit peu pousser la start-up parfois dans ses retranchements. On va lui apporter des choses qu'elle n'aurait peut-être pas non plus vues. On part tout de suite d'un use case. Donc, on ne cherche pas l'innovation pour l'innovation et pour juste rajouter le petit logo. On va chercher d'abord à répondre à un use case. Donc, il y a une vraie réponse à un cas de business. Et je pense que c'est aussi le succès. Et puis, derrière, il y a aussi une responsabilité, comme je disais, par rapport à ces startups. Et on a été très heureux de pouvoir présenter la startup au bureau à Paris, à nos voisins aux États-Unis pour faire profiter et aussi faire profiter de notre taille pour faire en sorte que la startup puisse aussi, j'ai envie de dire, créer sa valeur à travers L'Oréal. Mais c'est vrai que ça reste, on a des process qui sont même pour nous compliqués, etc. Donc, on essaye quand même d'être sensible et de ne pas trop imposer des choses et garder cette souplesse avec ces nouveaux partenaires. Merci. Je trouve ça très intéressant aussi ce que tu amènes, qui est l'accompagnement vers l'international. C'est souvent quelque chose qu'on espère des grandes entreprises et de nos partenaires. Oui. Donc, c'est très positif. J'ai une question qui vient de Jacques Desforges, qui est identifiée pour Sylvain, mais si les autres avaient des opinions. Et Sylvain, je te dis, on l'avait reçu d'avance d'autres joueurs. On le pense souvent, les écosystèmes de start-up ont souvent comme caractéristique de carburer aussi au contact direct. On a des incubateurs, des accélérateurs, on voit ça à travers le monde entier. Là. Il y a des lieux où ce monde-là se voit physiquement. Et là, on est dans une période de pandémie. Évidemment, c'est tout du monde qui sont en général bien connectés. Là. Ils ont des équipements qui sont capables de faire des choses à distance. Mais on a souvent pensé que c'est au contact direct que naît beaucoup de belles idées, de beaux concepts, et de la relation de confiance aussi. Comment tu évalues l'avenir des incubateurs, accélérateurs, peut-être à court terme et à moyen terme? Est-ce qu'on retourne là où on était? Est-ce que les choses changent? Comment tu vois ça? C'est une très bonne question. C'est une question qu'on s'est posée depuis quelques mois là, au mouvement des accélérateurs d'innovation. Donc, ça regroupe là, différents incubateurs, accélérateurs de partout au Québec. La mission ne change pas, c'est-à-dire que la crise ne change pas les besoins eux-mêmes. Ils changent peut-être le rapport des priorités par rapport aux besoins. Là. Ça se dit comme ça. Mais comme pour l'exemple de Founder Fuel, on devait commencer notre cohorte. On avait sélectionné 8 compagnies. On devait commencer notre cohorte en avril. On l'a décalé au mois de juin. Mais elle sera virtuelle parce qu'on ne va pas prendre le risque de se rencontrer en personne. Ceci étant dit, je pense qu'il est possible de créer des dynamiques similaires, mais c'est des façons différentes. Moi, je m'inspire beaucoup de ce que j'ai découvert dans les 20 dernières années dans le monde des logiciels libres et de l'open source. Hein, je dis souvent la blague, les nerds Internet inventent des outils pour que les nerds Internet inventent des outils. Là. C'est le serpent qui se mord la queue. Oui, remote, merci Pascal. Fait qu'il y a déjà cette culture-là, mais effectivement, le facteur humain est super important. Fait qu'il faut créer d'autres choses. Je pense que le défi qu'il y a devant nous, c'est de dire, est-ce qu'on a besoin d'outils additionnels? Est-ce qu'on a besoin de façons différentes de faire? Moi, je n'ai jamais été sur autant de conférences, de vidéoconférences. Je pensais que j'en faisais beaucoup avant, mais non. J'en fais 2 fois plus maintenant. Fait que cet accompagnement-là individualisé quand même reste. Ce qui est particulier et qui est bénéfique dans les incubateurs et les accélérateurs, c'est la notion de cohorte. Hein. C'est la notion
de contraintes dans le temps. Ça, on peut continuer de le faire. Fait que j'ai pas de réponse définitive. Je pense que les incubateurs et les accélérateurs vont continuer de faire ce qu'ils faisaient avant. Ils vont s'adapter comme les autres. Est-ce qu'ils vont pouvoir le faire mieux? Peut-être. C'est sûr que là, il y a plein d'incubateurs et d'accélérateurs qui sont forcés à investir dans le développement de plateformes, d'outils. Fait que ça va être super intéressant de voir qu'est-ce qui va sortir de ça. Puis peut-être de mettre plus leurs ressources en commun. Donc, ça force peut-être une collaboration qui était dans un idéal qu'on espérait, mais que là, c'est un peu plus une nécessité qui est la mère de l'invention, on le sait tous. Merci. Liette, j'ai une question pour toi, si tu veux cliquer en bas puis repartir ta vidéo. C'est la personne qui la pose, je n'ai pas son nom ici, mais c'est une question qui est assez générale. Mais les restrictions qui s'en viennent vont affecter un peu à la fois comment on fonctionne, qu'on vient de parler de l'incubation, l'accélération peut-être à distance. Y a-t-il des inquiétudes à avoir sur soit l'exode des cerveaux ou même une difficulté à attirer des cerveaux ici parce que les choses pourraient se faire à distance d'un peu partout? Comment tu vois l'impact sur les ressources humaines disponibles pour l'écosystème Startup à Montréal? C'est super intéressant comme question parce que avant la pandémie, on voyait une espèce de lutte des grandes villes pour attirer ou retenir chez elles les meilleurs talents. Donc, on était déjà en train de dire, OK, comment est-ce qu'on va faire ça à Montréal? Qu'est-ce qui nous manque pour faire ça? Et puis là, tout à coup, on arrive dans une dynamique complètement différente de, OK, le talent, il vient de comprendre qu'il peut travailler de partout, il peut vivre à Amsterdam, puis tout à coup être disponible pour une entreprise de Montréal. Donc, je pense que le défi qu'on a, c'est, garder le talent qui était dans l'écosystème. Parce que si on parle aux startups, travailler dans une start-up, c'est pas comme travailler dans une grande entreprise ou une PME. C'est un état d'esprit différent, c'est un encadrement ou une absence d'encadrement différente, mais tellement stimulant. Fait que déjà, de dire comment est-ce qu'on peut s'assurer que les gens qui sont passés par les start-up et qui ont peut-être perdu leur emploi dans les dernières semaines ou qui vont le perdre, comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'elles restent, elles, dans notre bassin de start-up montréalais? Moi, c'est ça ma première préoccupation, de ne pas perdre ces gens-là qu'on a déjà formés, entre guillemets, à ce travail-là et qui sont tellement précieux maintenant. Puis comment est-ce qu'on s'assure de continuer à en amener aussi pour le futur? Je suis plutôt dans cette préoccupation-là présentement que de penser déjà à l'international. Mais quand je vois l'aspect international, on avait un projet juste avant, à Bonjour Startup, juste avant la crise, qui était de dire, ce qui nous manque ici, c'est des experts dans l'hypercroissance. Il y a peu d'entreprises, peu de startups qui ont passé les étapes d'hypercroissance ici. Ça s'apprend, ça. Puis ça serait donc utile d'avoir plus de gens ici qui savent faire ça. Et on était en discussion avec une entreprise, une académie de formation à Amsterdam pour les emmener ici. Puis ils disaient, oh non, non, on n'est pas prêt, on est juste en Europe. Bien là, tout à coup, pour eux, de venir aider à former des talents montréalais, c'est en train de devenir possible parce que leur modèle doit se transformer. Donc, je pense qu'on a des nouvelles opportunités qui se créent, mais il va juste falloir apprendre à agir, à réagir avec tout ça pour saisir ces opportunités-là. Et je trouve ça super intéressant, de l'hypercroissance. C'est pas un terme que j'utilisais, puis je vais l'utiliser. J'ai une autre question. C'est peut-être pas des nouvelles réponses, des nouvelles solutions. Peut-être qu'il faut juste les dire plus fortes, mais les gouvernements comme acheteurs d'innovation, les gouvernements comme facilitateurs de la vie des startups, qu'est-ce qu'on leur dit là? Ils pensent panier bleu, ils pensent autosuffisance. Il y a plein de mots à la mode du point de vue gouvernemental sur lesquels on peut s'accrocher. Qu'est-ce qu'on leur demande de faire différemment pour qu'ils nous accompagnent dans l'écosystème startup en tant que client potentiel, d'utilisateur potentiel? Je ne sais pas, Pascal, veux-tu y aller? Oui, à la lumière de ce que je suis en train de vivre. C'est vraiment une question intéressante. Je pense mieux planifier pour la prochaine fois parce que honnêtement, cette fois-ci, je pense qu'il y a des opportunités qui vont être manquées, probablement, mais de mieux planifier pour la prochaine fois. Il y a eu j'ai vu des paliers de gouvernement se rallier ensemble et mettre des programmes, des nouveaux programmes ensemble. Et quand tu lisais la description, tu disais, mon Dieu, comment sont arrivés avec une solution aussi rapidement, un programme aussi parfait pour nous. Et là, tu entends qu'il y a des centaines d'entreprises à travers le Canada qui ont appliqué tout comme nous.
Et ça fait 6 semaines, puis il n'y a pas de réponse. Et encore une fois, ce n'est pas du jugement, c'est juste une réalité qu'il n'y a pas d'infrastructure qui était prête à ce qui se passe en ce moment, comme personne ne pouvait vraiment savoir, mais ce n'est pas vrai en fait. Je pense qu'on aurait pu prévoir. Et donc, essayons de s'organiser pour le futur parce que ça va arriver encore. Il n'est pas trop tard. Mais clairement, le fonctionnement gouvernemental en ce moment au niveau des programmes n'est pas adapté du tout. Ce serait ma réponse en tant que, pour moi particulièrement, et ce que je vois autour de moi. Okay. Et je ne parle pas des subventions salariales ou des aides et tout ça. Ça, je trouve que ça a été génial. Comme Sylvain disait au début, je parle de d'autres choses. Les subventions salariales, les supports aux entreprises qui ont baissé leurs revenus, tout ça, je pense qu'ils ont été très rapides. Belle réponse, mais je parle d'un autre niveau, au niveau des acheteurs. Oui. Comment le gouvernement peut rapidement prendre une décision, aller de l'avant avec un contrat qui ne prend pas 6 mois à négocier pour mettre de l'avant les solutions innovatrices qui existent. Le système n'est pas tout à fait prêt à ça. J'allais dire, L'Oréal, ce n'est pas un gouvernement, mais c'est une très grosse entreprise. En fait, c'est probablement plus gros que plusieurs gouvernements de petits pays à travers le monde. Quand vous avez, vous, des décisions corporatives là, pour travailler avec des startups, avez-vous transformé vos processus pour les accélérer? Ce qu'on aimerait que le gouvernement fasse, souvent, on vient d'en parler, c'est d'accélérer leur processus. Ma question, c'est vous, chez L'Oréal, avez-vous fait ces changements-là? Y a-t-il des conseils que vous donneriez à un gouvernement qui voudrait aller plus vite et qui pourrait s'inspirer des grandes entreprises du secteur privé? Je n'aurais pas la prétention de donner des conseils au gouvernement parce que sur effectivement la lenteur. Après, je pense qu'il y a encore une fois, il faut être prêt. Et je pense qu'il y a ce que vous disiez, Pascal, il faut qu'on soit prêt. Nous, on a été prêts à accueillir ces programmes d'Open Innovation. C'est aussi quelque chose qui est venu de la direction générale, du comité exécutif de L'Oréal, qui a été une vraie volonté aussi d'accueillir des partenaires externes. Il y a des process qui ont été mis en place, d'organiser les choses. Après, chez L'Oréal, on est dans ce qu'on appelle une sorte de chaos organisé, hein, quelque chose d'organisé, désorganisé. On a des process, mais voilà, on n'est pas non plus vraiment tenu à ça. Et donc, je pense qu'au sein des pays aussi, il y a une forte direction qui est donnée de la part du comité d'entreprise. Il y a aussi du budget. Donc, 1, il faut être prêt, 2, il faut avoir les process, 3, il faut avoir le budget. Et je pense que le fait de travailler aussi avec des programmes d'Open Innovation où on peut tester avec des petits budgets qui permettent aussi à la start-up de pouvoir commencer quelque chose et ensuite voir à un moment donné, c'est aussi d'un commun accord, on est d'accord pour continuer ou bien pour se dire on va arrêter parce que ça n'a pas lieu de continuer, c'est important. Et puis ensuite, encore une fois, avoir la capacité de pouvoir bien documenter quels sont nos process pour aussi, en toute transparence, donner l'information aux startups et leur donner la chance de réussir au sein d'une grosse entreprise. Leur donner les codes. Et ça, je pense que la culture d'entreprise est aussi importante. Nous, à comprendre la culture des startups, mais aussi qu'eux, on essaye de leur ouvrir un petit peu les portes de la culture de chez L'Oréal. Très bien. Écoutez, je me disais, par exemple, je prends un exemple concret. Là, je pense qu'on traverse une période où on est tous estomaqués par le manque de réponse qu'a eu le ministère de l'Éducation à la nécessité de rejoindre les jeunes à distance pour les aider à faire des apprentissages. Et je suis convaincu que dans nos startups du Québec, un paquet de solutions qui auraient été mises à profit pour que des jeunes, est-ce que les jeunes par petits groupes de 5-6, un peu comme on le fait nous, avec leurs amis, auraient pu faire des apprentissages en petits groupes pendant cette période-là. Bref, je me dis, si le gouvernement avait été au cœur de l'innovation, appliqué au secteur de l'éducation à distance pour des jeunes de primaire et secondaire, ça aurait pu amener des entreprises qui se seraient posé la question comment on embarque dans l'hypercroissance. Alors, c'est un bon exemple où je trouve qu'on a une occasion manquée, puis je reviens sur l'introduction d'Eliette tantôt. C'est à travers, Sylvain t'en a parlé aussi,
c'est à travers ces grandes périodes difficiles que souvent naissent les grandes startups du futur. On a des occasions d'en profiter. C'est un peu le temps qu'on avait. Je veux juste faire un petit clin d'œil. Sylvain, je pense qu'il y a une transition qui s'amorce. Et tu veux-tu nous dire, juste parce que d'habitude, un capitaine, ça quitte jamais un navire dans la tempête. Explique-nous ce qui se passe, là, juste pour qu'on le comprenne. Oui, j'ai publié sur mon blog aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui se prépare depuis pré-COVID, dans les 6 derniers mois. J'ai vraiment à cœur de m'attaquer à la grande crise, pas celle qui est la crise sanitaire, mais la crise climatique depuis très longtemps. Et l'évolution de mon apport là-dedans va se faire dans les prochains 6 mois. Donc, je vais continuer d'être investisseur et actionnaire et aviseur chez Real Ventures, mais à temps partiel pour les prochains mois. Et je vais mettre toute mon énergie et mon intelligence, du moins celle que je peux rassembler dans ces temps-ci, sur les projets d'innovation autour de la crise climatique, donc l'innovation climatique, le développement d'une économie du climat. Je pense que c'est le moment de le faire. Il faut le faire. Et donc, c'était planifié d'avance, mais annoncé aujourd'hui. Timing un peu particulier, effectivement, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'autant au niveau du gouvernement fédéral, provincial, même municipal, les enjeux climatiques, la crise climatique, c'est une des priorités pour la relance de l'économie. On l'entendait hier encore, la mairesse qui en parlait. Donc, je pense que le timing est bon et c'est nécessaire. Donc, pour moi, c'est par nécessité que je m'en vais dans cette direction-là, mais je vais encore tenter de le faire avec passion et sourire, comme toujours. Parfait. Et la forêt derrière toi est très rassurante. On va réussir à reverdir notre économie. Liette, avant de conclure, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je voulais juste faire un petit hommage à Sylvain. Il y aura sûrement d'autres occasions plus officielles de le faire et j'espère en personne. Mais Sylvain était un bâtisseur de l'écosystème Startup montréalais. C'est un précurseur là-dedans. Puis aujourd'hui, on est très, très heureux de pouvoir continuer dans les pas de Sylvain et j'espère qu'on sera à la hauteur. Bon, certainement. Tu vas recevoir beaucoup d'amour, Sylvain, prépare-toi. Alors, écoutez, merci beaucoup à vous quatre. Merci, Liette. Ça a été tout un plaisir de collaborer ensemble pour organiser ça. Merci à toi. Bien, ça me fait plaisir. Merci à tout le monde qui est au rendez-vous. Là, je vais faire un petit peu de marketing juste parce que je pense que c'est important qu'on soit au rendez-vous le 29 mai à 10 h. On a le ministre des Finances du Québec, Éric Girard, qui vient en webinaire. Il va y avoir des échanges et ça va peut-être être l'occasion de bien comprendre, Sylvain t'en parlait, là, la relance verte, comment on va mettre les finances publiques au service de ce défi-là. Donc, je vous remercie encore une fois, Pascal, Samantha, Sylvain et Liette, et bonne fin de journée tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.